19 septembre 2025, peuple d'Afrique, peuple du monde libre. Nous sommes sur African TV et merci de nous rejoindre. African TV, c'est une filiale de Gandhi Malian TV. Et comme d'habitude, nous abordons des thèmes soit d'actualité nationale, voire sous-régionale ou même internationale, tout simplement. Et aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire d'aborder un thème portant sur la CPI. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les trois pays de l'Est envisagent de se retirer en bloc du fameux traité de Rome, c'est-à-dire la CPI, la Cour pénale internationale de justice. Pour comprendre, pour décrypter cela, nous sommes avec trois experts de haut rang, qui ne sont plus à présenter, car aucun d'eux n'est à sa première fois ici sur Gandhi Malian TV. Nous commençons par Dr Mamadou Sylla Traoré, qui doit vous dire peut-être bonjour, ça dépend de quand est-ce que vous suivez l'émission, bonjour ou bonsoir. Donc, Dr Mamadou Sylla Traoré, bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Issa Diawara, affectueusement appelé général. Oui. Un général sans grade. Ok. Et je salue mon oncle, mon co-débatteur, qui est un chantre de savoir et un abreuvoir. Et c'est un grand monsieur, il est très cultivé, ses analyses sont pertinentes. Je salue aussi mon co-débatteur à ma gauche, monsieur Moussa Jean Traoré, c'est ça, non? Diarra, d'accord. Mais tu es provocateur. Oui, Moussa Jean Diarra, un jeune aussi que j'aime bien, et vraiment qui a beaucoup de cordes à son arc. On salue tous les téléspectateurs de African Télé, et sans exclusion aucune. Ok. Merci beaucoup. Moussa Zandiara, un jeune leader à Kati, même au niveau national. Il fait partie des brigadiers mis en place par le ministère de la Justice. Moussa Zandiara. Oui, bonjour général, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à notre doyen, à M. Traoré, le docteur. Je vous salue. Merci de m'avoir invité encore sur ce plateau. Merci beaucoup. À nous de vous remercier. Doyen. Bonjour Diawara, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour les travailleurs de Gandhi et tous les nouveaux téléspectateurs effectivement de African TV et surtout Fatou Aïdara. Fatou Doucouré, je m'excuse. Merci beaucoup Fatou, à vos salutations. C'est une de nos fidèles quand même. Merci beaucoup. Sans plus tarder, comme d'habitude, droit de NES oblige, nous parlons de la CPI, la fameuse Cour pénale internationale. Une cour, je ne dirais pas contestée, mais en tout cas, ça fait couler beaucoup de salive. Doyen, c'est quoi la Cour pénale internationale? La Cour pénale internationale est une juridiction pénale internationale qui est supposée être indépendante. Elle siège à La Haye, aux Pays-Bas. Le principe a été adopté le 17 juillet 1998 et elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2002. Elle compte aujourd'hui 125 membres. Le dernier, c'est l'Ukraine, sur 193 pays de l'ONU. Mais les choses varient souvent très vite. Les textes fondateurs, il y a 3 textes fondateurs, c'est le statut de Rome, le règlement de procédure et de preuve, et les documents des éléments de crime. Bon, il y a des compétences. En droit, on dit compétences rationnées matérielles, c'est-à-dire en raison de la matière. C'est le génocide, les crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et les crimes d'agression. C'est suffisamment bien détaillé dans les textes. Ce qu'il faut signaler, c'est que la CPI ne juge que des individus. Elle ne juge pas les personnes morales, c'est-à-dire l'État ou les ONG ou les associations. Ça, c'est la Cour internationale de justice qui fait ça. Qui peut faire ça. Bon, elle a des compétences, comme je l'ai dit, la compétence rationnée matérielle, en raison de la matière, comme on a dit, 4 grands crimes. Il y a la compétence rationnée l'OSI, en raison du lieu de commission de l'infraction. Et ils ont ajouté une compétence qu'ils ont appelée la compétence rationnée temporis, c'est-à-dire en raison de la période
de commission de l'infraction. Ceci est extrêmement important, j'espère qu'on va y venir. On va y venir. C'est-à-dire que tous les faits commis avant l'entrée en vigueur de la Cour internationale de justice ne peuvent pas être pris en compte. Aussi bien que les faits commis dans un pays, dans un État membre, avant son adhésion à la CPI. Ce que je peux vous expliquer, c'est qu'on peut signer le statut de Rome, beaucoup l'ont fait, mais il faut une ratification pour que la loi soit applicable. Donc, beaucoup peuvent avoir signé le statut de Rome, mais ne l'ont pas ratifié. Donc, ne sont pas membres de la Cour pénale internationale. Ça, c'est les compétences définies, mais l'exercice des compétences, par qui? C'est à la demande d'un État membre. Un État membre peut demander à la Cour internationale de justice d'intervenir dans des faits qui ont lieu sur son territoire. Il y a aussi la saisine du procureur. Le procureur de la Cour pénale internationale peut s'auto-saisir. Et il y a la saisine du procureur aussi par le Conseil de sécurité. En vertu du chapitre 7 du Conseil de sécurité, comme dans le cas de la Libye. Bon, il y a l'autosaisine du procureur, je l'ai déjà dit. Il y a les cas où les pays membres se montrent incapables ou refusent de statuer sur des présumés crimes, où ils peuvent être saisis en ce moment. Il y a la remise volontaire par un pays membre, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, qui a transféré le dossier volontairement de Laurent Gbagbo à la CPI. À la CPI, oui. Voilà. Il y a aussi les individus ou les ONG, mais par le truchement du procureur. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas, eux, directement intenter une procédure, mais ils peuvent donner des éléments et en écrivant au procureur qui peut attirer son attention sur des faits très graves susceptibles de constituer des crimes qui relèvent de sa compétence. En ce moment, par ce biais, les ONG et les individus peuvent actionner à travers le procureur. Mais je dis, et je vais expliquer pourquoi, la CPI est une tentacule. C'est vraiment une tentacule. J'espère que je pourrai revenir dessus. Car un pays non membre peut ne pas échapper à la mainmise de la CPI. Je pourrais venir après. Mais les pays non membres, c'est extrêmement intéressant. Mais la Russie est non membre. La Russie est non membre. Mais il poursuit Poutine quand même. J'en viens. C'est pourquoi j'ai dit, si on a l'occasion, on peut revenir dessus. OK. Voilà. Et d'ailleurs, je tenais à expliquer en dernière partie pourquoi et comment ils ont pu poursuivre Poutine. Que moi, à mon sens, indûment, ou c'est un complot qui vient de loin, depuis 2013-2014. Mais allez-y, ne vous gênez pas. Bon, on ne va pas anticiper parce qu'il y a le reste. OK. Il y a les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde. Déjà, ça fait partie pratiquement des BRICS. Des BRICS et sauf les États-Unis. Des pays très développés. Ouais, des pays puissants. Très puissants. Tant en armement que de façon économique. Il y a l'Inde, il y a l'Indonésie, il y a le Pakistan, il y a Israël, il y a l'Irak, il y a la Libye, il y a le Qatar, il y a le Yémen, il y a la Turquie qui n'est pas rien dans l'économie mondiale. Bon, tous ces pays refusent ne sont pas membres de la CPI. Bien, mais bien que n'étant pas membres, comme je le dis, de la CPI, ces États ne sont pas à l'abri d'éventuelles poursuites de leurs ressortissants par le biais du chapitre 7 du Conseil de sécurité. Sauf veto d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Les pays qui se sont retirés, à ma connaissance, il y a la Gambie, il y a l'Afrique du Sud. Mais à un moment donné, on a parlé du Kenya. Je ne sais pas comment ça a évolué. Il y a la Hongrie, l'un des seuls pays européens à vouloir se retirer. Maintenant, si vous voulez, je peux venir à la situation du mandat d'arrêt contre Poutine. Oui, parce que la Russie est non-membre et vous aviez dit qu'on est non-membre pour qu'un individu d'un pays non-membre soit poursuivi, il faut évoquer l'article 7 du Conseil de sécurité. Mais là aussi, la Russie a son droit de veto. Comment c'est possible alors? Bon, parce qu'il y a trois situations possibles.
pour un pays non membre. Un pays non membre peut reconnaître la compétence, même s'il ne fait pas partie de la CPI, peut reconnaître la compétence de la CPI dans ses affaires internes, alors qu'il n'est pas État membre. Ce fut pratiquement le cas de l'Ukraine. Mais il y a un autre mécanisme, je vais y venir. Il y a ensuite la saisine du Conseil de sécurité. C'est pourquoi je dis c'est une justice prétendument indépendante. Parce que par le biais du Conseil de sécurité, s'il n'y a pas de veto, on peut actionner le procureur pour poursuivre des faits, même dans un pays non État membre. Ensuite, il y a la plainte d'un particulier relevant de cet État, mais bien que son pays ne soit pas État membre, sa plainte au niveau du procureur peut amener le procureur à investiguer avec l'autorisation du Conseil de sécurité. Donc vous voyez que même si on dit tu n'es pas État membre, mais par des biais détournés, on peut en venir à investiguer dans ton pays. Oui, mais le cas de la Russie, c'est... J'en viens. Mais il y a un autre mécanisme que je vais développer. Il faut bien suivre ce qui s'est passé. En réalité, par exemple, l'Ukraine, les bases juridiques du mandat d'arrêt contre Poutine. En réalité, c'est le 20 janvier 2000 que l'Ukraine a signé le statut de Rome, mais ne l'avait pas encore ratifié. Le 20 janvier 2000. Et le statut de Rome est entré en vigueur en 2002. Donc l'Ukraine avait déjà signé le statut avant même que ça rentre en vigueur. Ensuite, le 25 octobre 2024, l'Ukraine a déposé les instruments de ratification du statut de Rome, le 25 octobre 2024. Ensuite, le 1er janvier, c'est seulement le 1er janvier que l'adhésion de l'Ukraine est devenue effective. Donc, si vous regardez ça, ça veut dire les faits reprochés à Poutine ont précédé l'adhésion formelle de l'Ukraine, qui ne s'est faite que le 1er janvier 2025. Comment cela a pu être possible? Si l'on s'en tient à la compétence rationnelle temporis, qui dit que aucune infraction survenue avant l'entrée en vigueur du statut de Rome ou avant l'adhésion d'un pays ne peuvent être poursuivies. En réalité, ça veut dire que il n'y a pas de rétroactivité dans ces deux cas. Avant l'entrée du statut de Rome en vigueur, tous les crimes passés ne peuvent pas être évoqués. Donc, il en est de même pour un pays non membre. Un pays non membre, les crimes commis ne peuvent pas être considérés avant ton adhésion. Sauf que les pays non membres peuvent, dans des situations, invoquer la compétence, bien qu'ils soient non membres, peuvent invoquer la compétence de la CPI, ce qui lui donne droit à investiguer sur tous les faits qui se sont passés dans ton pays, dans ce pays particulier, quand bien même il n'est pas membre de la CPI. C'est ce qui fait que, parce qu'il y avait en 2013, l'Ukraine a fait une déclaration de reconnaissance de la compétence de la CPI, avant même son entrée effective. Mais en 2014, je crois que j'ai la date, en 2014 aussi, en 2014 et en 2015, l'Ukraine a reconnu les compétences de la chose. C'est pourquoi, si tu regardes sous ça, et que tu compares avec Minsk 1, les accords de Minsk 1, c'était le 5 octobre 2014. Bon, ensuite, Minsk 2, c'était le 12 février 2015. C'était des accords pour mettre fin à la guerre dans le Donbass. Mais si on considère qu'en 2014 déjà, l'Ukraine a reconnu la compétence de la CPI dans ses affaires intérieures.
Parce que dans le Donbass, il y avait une guerre là-bas, latente. Et donc, puisque juridiquement, on ne peut pas intervenir dans un pays pour des faits commis avant l'adhésion de ce pays-là à la CPI, ils ont excipé les déclarations de compétences que l'Ukraine avait faites en 2014 et en 2015. Est-ce que vous voyez l'astuce? Oui. Ils ont contourné en passant par ce chemin-là pour essayer de... Mais cela veut dire quoi? Si vous considérez les déclarations de François Hollande et de Angela Merkel, qui ont dit que les accords de Minsk, c'était juste pour gagner du temps, pour que l'Ukraine se prépare. Et donc, eux, ils envisageaient une guerre déjà avec la Russie, où ils avaient préparé le coup pour impliquer Poutine, pour d'éventuelles infractions relevant de la compétence de la CPI. Mais puisqu'ils ne peuvent pas passer par le Conseil de sécurité, parce que même la Russie, je crois, il y avait un principe, quand un pays est considéré, il ne peut pas voter. Mais la Chine est là-bas, oui, qui ne va pas laisser passer une déclaration d'engager des poursuites contre le président Poutine. Ils ne vont pas laisser passer. Donc, il reste le cas du procureur. Mais comme il y avait aussi le cas de pays qui invoquent la compétence dans des affaires, s'ils ont invoqué ça, ils ont pris cela comme motif pour interférer dans l'affaire. Moi, je crois que c'était, je peux le dire sans me tromper, que c'est un complot qui vient de loin. Réfléchi, mûrement réfléchi, une stratégie mise en place qui ne pouvait aboutir, dans tous les cas, qu'à la poursuite de Poutine. Voilà, en gros, ce que je peux dire en ce qui concerne, globalement, on ne va pas au fond parce que sinon ça va mélanger les... Oui, globalement, le doyen a si bien planté les décors, il est entré en profondeur d'ailleurs, il nous a présenté même en détail c'est quoi la CPI, nous avons compris les compétences, tout, pourquoi le cas de la Russie et autres. Docteur, la CPI, oui, sur papier c'est ça. Oui. Théoriquement la CPI c'est ça. Oui. Mais dans les faits, quelle image vous avez de la CPI? Merci, Général. Une image floue. Il y a trop de flou parce qu'il s'agit de justice. Et quand il s'agit de justice, l'emblème même de la justice, ça se trouve derrière toi, quel que soit le pays, c'est la balance. Oui. Donc quand la justice, elle est là, elle est bien dite, et elle juge comme ça se doit dans les textes, et le monde serait un paradis. Mais la justice aussi, c'est un instrument qui peut vraiment construire et même détruire. Et sa destruction est extraordinaire. Elle doit être impartiale. Mais dans la plupart des cas, la justice devient de plus en plus partiale, ou bien elle a pratiquement été dans tous les pays où il y a des gens qui sont derrière la justice, qui tirent la ficelle. Donc cette histoire de Cour pénale internationale, j'ai un peu lu, en plus de ce que le doyen a dit, moi j'ai un peu regardé dans les préambules. Dans les préambules, tout a été très 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 bien élucidé, et sincèrement c'est quelque chose d'assez réfléchi. Ils ont pris des thèmes comme conscient que les peuples, voilà, considérant, ayant à l'esprit, reconnaissant, affirmant et tout ça là, tout mis dans le même creuset, fondu ensemble, voulait sortir quelque chose de potable, de limpide pour tout le monde, que tout le monde bénéficie. Et moi, quelque part, le doyen a dit, c'est une cour prétendument indépendante, parce qu'ils ont vu que avec le système des Nations Unies, on était unanime après la Deuxième Guerre mondiale, on amenait tout aux Nations Unies parce que les textes des Nations Unies pouvaient servir pour gérer beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, en tout cas liées au droit. Mais ils ont contourné ça pour créer leur fameux Cour pénale internationale. Et ce sont les Européens, bien sûr, qui ont commencé.
Donc pourquoi ils ont associé les autres? Et ces gens-là, j'ai dit et redit dans plusieurs de mes interventions, qui veulent mettre certaines populations dans leur carcan. Et là, ils nous ont pris militairement par l'OTAN, qui ne dit pas son nom. Ils ont pris économiquement par les cours, comment ça s'appelle, la Banque mondiale, les institutions spécialisées de Bretton Woods, les fonds vautours et tout. Et maintenant, juridiquement, même culturellement, ils ont l'UNESCO et tout. Juridiquement, c'est la fameuse Cour pénale internationale. Donc, cette cour-là, on a vu au cours de son évolution qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Il y a beaucoup d'anguilles sous roche. Et si tu lis bien les dispositions, les textes et tout ça là, tu comprendras que la Cour internationale n'est que l'ombre d'elle-même. En fait, son esprit, l'esprit qui était là, initiateur, ça prend carrément à contre-pied, quoi. Elle est là pour d'autres fins. C'est un instrument qui ne dit pas son nom, mais le mot est un peu fort, il est un peu nocif. Nocif pour l'humanité, on n'a pas besoin de ça. On aurait dû être vraiment sincère entre nous. Il y a toujours la politique de 2 poids 2 mesures. Et là, c'est ce que je n'ai pas approuvé dans les dynamiques, dans la marche même de la Cour, parce qu'il y a eu trop d'insuffisance. On va y venir dans le débat. Et pour ajouter aussi, il y a 14 pays africains qui ont signé, mais il y a 21 pays qui ont signé et ratifié. Donc, même, on peut donner l'exemple au moment où on envoyait Laurent Gbagbo, la Cour là. Oui, à la CPI. La CPI. La Côte d'Ivoire avait signé, mais elle n'avait pas ratifié, à mon avis. Donc, vous voyez des choses, ces pédalages rapides-là, et voilà, c'est toute une conspiration souvent, quoi, contre les bas peuples, contre nous, les Africains. On doit vraiment se retirer de ça. Ça c'est l'objet de notre débat, mais en réalité, on le dit, dans toute relation humaine, que ce soit entre hommes et femmes, que ce soit dans une nation, dans une famille, et même internationalement, si on ne te respecte pas, il vaut mieux ne pas être là-bas. Il faut quitter, quoi. Il faut quitter. Voilà. Ok, merci. Moyen de pression ou pas, c'est ce que vous avez, c'est ce que nous comprenons en tout cas de votre très brillante analyse. Et la Cour pénale internationale, c'est devenu un outil, un instrument géopolitique entre les mains de certaines puissances. Et principalement, vous avez évoqué les Européens, parce en ayant référence au cas de la Côte d'Ivoire, en faisant référence à ces cas, nous nous souvenons de ce qu'avait dit l'avocat Robert Bourgi, qui est un des hommes clés du réseau France-Afrique, qui avait laissé entendre que Sarkozy avait juré de vitrifier le président Gbagbo. Évidemment. Et quand Gbagbo se retrouve à la CP où il a été innocenté, Ouattara... Oui, ça avait été déjà prémédité, ils avaient déjà dit ça. Ok. Voilà. Moussa Zan, quelle image vous avez de la CPI? Bon, en tant que citoyen africain, moi je vois la CPI comme une cour à deux poids, deux mesures. Parce que depuis sa création, depuis 2002, jusqu'à nos jours, la CPI, en tant qu'organisation Cour internationale, n'a jugé que majoritairement, ou bien je peux dire que n'a jugé que des Africains. Pour quel motif ou bien pour quelle raison est-ce que la Cour elle-même elle a été créée pour uniquement juger les Africains, ou bien les poursuites sont faites uniquement contre ces dirigeants africains, ou bien c'est un levier pour menacer ces dirigeants africains. Donc c'est cette question que nous nous sommes posée depuis le début de cette histoire de la Cour pénale internationale. Je crois que la justice en tant que telle, on le dit, ça doit être impartial. Mais est-ce que réellement cette justice, elle est impartiale vis-à-vis de ses pays membres? Vu que les plus grands vendeurs d'armes, vu que les
puissants pays même qui financent ou qui fournissent ou qui sont les parrains même des guerres, des génocides ou des agressions, qui sont même des actes qui sont poursuivables, qui sont condamnés par la Cour. C'est ces puissants pays-là qui sont derrière tout ça. Et pourtant, ces pays ne sont pas membres n'ont pas accepté de ratifier l'accord même le statut de Rome. Donc cela nous laisse vraiment croire que cette Cour a été créée uniquement pour dissuader, pour faire peur à nos dirigeants. Mon père, le doyen, a évoqué le cas de l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud avait décidé de se retirer en 2016? Parce que lors d'une rencontre qui s'est déroulée à Johannesburg, dont le président soudanais qui devrait participer, Omar el-Béchir, la CPI avait demandé que l'Afrique du Sud arrête Omar el-Béchir. Les Sud-Africains ont refusé. Parce qu'ils se disent, aujourd'hui ça peut être el-Béchir, demain ça sera qui, le tour de qui. Donc, en plus de ça, la CPI se repose qui pour mettre en œuvre vraiment ces lois. Ces résolutions, ces décisions. Parce que pour nous, dans les textes, la CPI, c'est le dernier recours même de l'instance suprême de la juridiction au-delà de nos pays, de nos justices nationaux. Mais pourquoi la CPI n'a pas la compétence d'arrêter ces criminels? Sauf si c'est un pays qui se porte volontaire pour arrêter le présumé accusé qui doivent être présentés devant la Cour. Pour moi, il y a de ces insuffisances qui montrent que aucun pays n'est à l'abri, ne peut être à l'abri de ces textes, mais il y a de ces pays qui peuvent être à l'abri contre les lois de la CPI. Parce que si les dirigeants de ces pays n'acceptent pas d'arrêter celui qui est accusé d'être devant la Cour, ne peut jamais être arrêté, parce que la Cour même en tant que telle n'a pas le pouvoir de faire arrêter quelqu'un dans un pays. Tu fais référence au cas de Benjamin Netanyahu, que donc, beaucoup de pays ont refusé d'arrêter. Le premier ministre israélien, qui est aujourd'hui poursuivi par la Cour, mais il fait le tour dans le monde, il n'a jamais été soucié parce qu'il sait qu'il ne peut pas être arrêté. Ok, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Hongrie veut se retirer. C'est que les États membres ont une obligation de coopération. Mais ils ne font pas. Désolé. Non, pas tous. En réalité, quand tu vas dire à un État d'arrêter Benjamin Netanyahu, il faut que l'État s'assure que s'il y a une guerre entre lui et Israël, ne manquera pas de les attaquer. Ah, ça c'est clair. Même Poutine, aujourd'hui, il respecte un certain nombre de choses parce que Poutine ne bénéficie pas de ces réseaux de relations. Le mandat contre Poutine a été appuyé par presque toute l'Union européenne. Et il y a un élément de pression supplémentaire, c'est que sur le financement, c'est les pays membres qui financent. Or, parmi les pays membres, les plus grands contributeurs, par exemple, c'est l'Allemagne. Or, on sait une chose, qui paie les instruments de musique, c'est lui qui va dicter le tempo. Oui. Bon, c'est un moyen de pression qui peut entrer en ligne. Mais je pense que, je ne sais pas si la Hongrie a fait partie, pratiquement 27 pays de l'Union européenne, plus des pays de l'Amérique du Sud, ont appuyé cette affaire-là pour que Poutine soit poursuivi. Poutine essaie de ne pas passer dans ces pays-là pour ne pas les mettre en difficulté. Oui. Sinon, quel est le pays qui peut, si Poutine traverse ton pays, tu pourras l'arrêter? C'est recevoir le Satan en plein visage. Voilà. D'ailleurs, nous restons avec vous parce qu'au vu de tout ça, Moussa Diarra a évoqué les 2 poids 2 mesures. Je crois que le docteur avait évoqué également
Et nous évoquons effectivement le cas de Benjamin Netanyahu et du président Poutine. Les mêmes Européens qui exigent, qui imposent, qui mettent la pression pour arrêter le président Poutine sont les mêmes. Je me souviens de la sortie d'Emmanuel Macron qui dit que Benjamin Netanyahu doit faire une exception. Et la Hongrie dit qu'il n'y a pas question. Donc face à cela, c'est deux poids, deux mesures. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui motive le pays de l'Est à quitter cette cour, ou il y a d'autres motivations? Il y a d'autres choses qui ont motivé la décision des trois pays de l'Est à se retirer simplement de la Cour pénale internationale? Il y a principalement ça. Si on considère, comme on le dit, tout le monde le constate, la CPI n'a jamais jugé un dirigeant européen. Jamais. Nicolas Sarkozy a échappé. La porte-parole, qui est une dame, a prétendu que c'est parce que c'est les pays africains qui les saisissent de leur situation. C'est ce qu'elle a dit. Mais la saisine du procureur fait partie des compétences. L'autosaisine du procureur fait partie. Oui. C'est pour te dire qu'elle est passée à côté. Oui. Ce n'est pas une raison. Vous avez vu le cas de la Libye, où même si le Conseil de sécurité avait fini par donner son feu vert pour attaquer la Libye, mais la France a anticipé. C'est l'islam. La France avait anticipé et avait attaqué avant d'obtenir le feu vert du Conseil de sécurité. Oui, doyen, ce n'était pas attaqué, c'était une exclusion aérienne. No-fly zone. Oui. Non, ça, c'était déjà le premier point. Mais même l'attaque est intervenue juste avant que... oui, mais ils ont anticipé parce que... Ils ont anticipé. Bon, même no-fly zone, là, ça a été prouvé que c'était faux. Ils se sont intéressés. Il y a des gens qui devaient être poursuivis. Le motif de l'attaque contre l'Irak, c'est un flacon de poudre. Powell a brandi comme preuve qu'ils détiennent des armes chimiques, ce qui n'a jamais été prouvé. Plus l'image de la petite gamine là. Voilà. La fille Donc ça a été des montages. Mais comme les États-Unis ne font pas partie, ils ne peuvent pas se poursuivre. Et les États-Unis, non seulement quand ils ont poursuivi un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu, oui. Mais les États-Unis ont suivi 4 procureurs, dont un Sénégalais. Oui. Ils les ont poursuivis parce que les États-Unis sont suffisamment puissants pour faire pression sur des pays, même membres, pour qu'ils les arrêtent s'ils vont là-bas. C'est une question de rapport de force. En réalité, toutes les organisations internationales sont dévoyées et sont à la disposition des plus puissants contre les plus faibles. C'est ça qui a motivé. Et vous avez vu que le Mali, l'attaque à Mopti, là, je ne sais pas, un village qui avait été, où l'armée était descendue. Oui. L'armée malienne était descendue et avait fait... Kona. Non, c'est pas Kona. Non, pas Kona. Non, c'est pas Boulkessou aussi. Quelle attaque? Le documentaire qui avait été fait par... bon, c'est une ville du nord en tout cas. Non, pas du nord, du centre. Non, c'est pas Bounti. C'est à Mopti. Okay. C'est à Mopti. Allons-y, on va revenir là. L'armée est venue là-bas, a vraiment massacré les terroristes. Et vous parlez de Moura. L'attaque de Moura. Okay. Bon, les ONG ont essayé, parce que même les ONG sont les proxys de ces organisations internationales. Oui. Bon, donc ils ont essayé d'impliquer à un moment donné le général Moussa Diawara et un ou deux autres. Mais depuis le coup d'État que Moussa Diawara s'est retiré du circuit, est-ce que vous n'en avez pas entendu parler? Non. C'était un élément pour faire plier le Mali. Donc ils sont là pour essayer. Le Mali est fort de ces expériences-là, où ce sont ces genres d'organisations qui viennent en appui à des pays comme la France pour les utiliser contre nos pauvres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, tout cela a contribué à discréditer la CPI aux yeux des pays du Sahel. Voilà. Ok, d'autres motivations qui ont motivé le retrait des trois pays de l'Est. En tout cas, notre désir de nous retirer, ce n'est pas encore fait, mais il y a déjà des travaux dans ce sens. Évidemment, c'est ce que je disais. Le terrain, il est miné, c'est-à-dire le vent ne souffle pas dans la direction que nous on veut. Tout ceci-là, toute cette mascarade-là,
c'était pour nous maintenir dans leur carcan. Parce que, écoutez, chaque pays a ses juridictions. Et comment est-ce qu'une juridiction internationale peut se surplanter aux juridictions nationales et essayer de juger, comme eux-mêmes ils disent, les génocides, les crimes de guerre. Mais qui a fait les génocides? Les génocides au Rwanda, c'est qui? C'est pas la France. Les crimes de guerre, les agressions, c'est pas eux. Ouais, le soutien actuel des terroristes. Des terroristes, c'est pas eux. L'Algérie a agressé le Mali en faisant descendre notre drone là. Donc ça, c'est pas la peine de rester dans ce... Parce que ça va pas te servir à quelque chose. Il n'y a pas de raison que nous restons dans ce genre d'organisation. En tout cas, moi-même, j'ai, à mon avis, parce que les gens disent que, bon, voilà, et souvent, on passionne les choses. Sinon, des structures comme ça, vaut mieux se retirer. Vaut mieux se retirer dès le départ pour que ça ne se fasse pas encore mal et encore mal. Bon, le droit étant aussi séculaire, je ne suis pas juriste, hein, mais je salue tous ces grands magistrats, tous ces magistrats honnêtes qui font la bonne justice. Je salue tous ces juristes honnêtes aussi. Et je disais dans mon propos que la justice était un instrument vraiment qui peut être... C'est à double tranchant, quoi. Et il y a des principes de loi aussi qui sont dits, mais qui ne sont jamais appliqués. Comment voulez-vous qu'on dise que, voilà, nul n'est au-dessus de la loi? Il y a des gens qui sont au-dessus, les États-Unis sont au-dessus de la loi. Quand on fait les lois, même aux Nations Unies, si c'est à l'encontre des États-Unis... Non, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Les États-Unis même ont lancé un mandat aussi contre, comme le doyen a dit, contre certains juges. Ils ont, empêché certains d'aller sur leur sol, et en les interdisant les visas. Fatou Bensouda était là-dedans et tout ça. Même l'attaque de Mourala, il y a quelque chose qui ne se dit pas. Il y a encore des officiers maliens qui sont encore sous la sanction des États-Unis. Parce que leur embranchement, là, les Zuman Wash et tout ça, chaque fois dans leurs médias mensonges, ils crient quoi? C'est un rapport accablant. L'armée malienne a fait ceci, Satan est descendu là-bas. Bon, voilà, tout ça, c'est des moyens de pression sur nous. Et on doit vraiment se défaire de ces carcans-là. On doit avoir un modèle pour nous-mêmes, quoi. En entendant de développer tout ça, on en reviendra dans les débats. Encore une fois, la Cour pénale internationale n'est pas une juridiction de recours. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas une juridiction où on fait appel après que les juridictions nationales aient statué. Oui. Non, ce n'est pas ça. Elle peut se saisir d'un dossier lorsque les juridictions nationales se montrent incapables ou non désireuses de poursuivre quelque chose. Mais elle ne peut pas se saisir tant qu'une juridiction est déjà saisie de cette affaire à l'interne. Ok, merci pour cette précision de détail. Nous rappelons que nous sommes aujourd'hui dans le domaine des doyens, qui est vraiment un homme de droit. Donc, Moussa San, oui. Tu as quelque chose à ajouter par rapport aux motivations pour moi, de cette volonté des pays de l'Est de se retirer? Pour moi, la motivation, elle peut se résumer autour de la souveraineté renforcée des pays de l'AES. Aujourd'hui, nous avons une politique beaucoup plus souverainiste. Voilà, donc nous voulons quand même renforcer et rejeter quand même la justice internationale, aperçue comme... Est-ce qu'il y a une justice internationale? Bon, il y a... Théoriquement, parce qu'elle est aperçue pour nous comme une justice unilatérale et instrumentalisée au détriment des nations africaines. Quand il écoute même les propos du ministre de la Justice nigérien, c'est ce qu'il a fait ressortir comme des sources de motivation qui fait que les pays de l'AES vont s'y retirer. Parce que notre souveraineté nationale compte beaucoup. C'est une question centrale pour les pays de l'AES vraiment démontrer leur niveau de justice vis-à-vis même des instruments internationaux, parce que aujourd'hui l'AES prétendant quand même
prendre sa souveraineté économique, militaire, il faut quand même aussi qu'on intègre cette partie de justice. Donc, ce qui motive aussi la création de notre cour. Cour pénale sahélienne. Voilà, cour pénale sahélienne. Et même la construction d'une prison AIS, donc, dont les poursuivables, ceux qui seront poursuivis dans l'espace AIS, seront quand même incarcérés dans cette prison. Donc, cela prouve à suffisance que les pays de l'AIS veulent vraiment prendre leur souveraineté et leur responsabilité à main. Ok. Doyen, c'est l'alternative à la CPI ou bien vous passez... Qu'est-ce qui peut constituer l'alternative? Parce qu'on va se retirer de la CPI. Maintenant, l'alternative, c'est quoi? Nos juridictions nationales ou cette cour que nous allons créer au niveau AS, au niveau confédéral? C'est là où moi, je félicite les autorités de l'AES parce qu'ils ont fait preuve de pragmatisme et ils ont anticipé. C'est-à-dire que déjà, la première conséquence de ce retrait, c'est qu'il y a un facteur, un pays non membre de la Cour internationale, de la Cour pénale internationale, ils ne peuvent pas s'y impliquer tant que le pays lui-même ne demande pas. Ça, c'est déjà cette branche est écartée. Il faut l'autorisation d'un pays de l'AES pour que désormais la Cour intervienne. Mais ça n'empêche pas les autres. Maintenant, qu'est-ce qui pouvait empêcher les autres façons de rentrer là-dedans? La saisine du procureur par un membre ou le Conseil de sécurité qui intervient. C'est là où il y a eu l'astuce, en créant la Cour pénale sahélienne et des droits de l'homme. C'est extrêmement important, ils l'ont ajouté, et des droits de l'homme. Oui. Ça veut dire que tous les problèmes relatifs aux droits de l'homme et aux crimes qui relèvent de la compétence de la CPI sont pris en charge par cette cour sahélienne. Et donc, elle constitue un paravent entre la CPI et les États du Sahel. Chaque fois que la CPI voudrait peut-être empiéter par un moyen ou par un autre, en passant par le Conseil de sécurité, si c'est le Conseil de sécurité, les trois pays ont des appuis là-bas pour poser le veto. Si c'est en passant par le procureur, ce n'est pas possible parce que la Cour sahélienne qui vient d'être créée fera barrage et elle-même se saisira du problème. Voilà pourquoi j'ai tenu à dire que ce n'est pas une juridiction de recours. Nous avons la plénitude de la poursuite à partir de la Cour. C'est vraiment astucieux. Les autorités ont bien réfléchi et ils ont trouvé la parade. C'est ça l'alternative dont vous voulez parler. Ok. Merci beaucoup. Docteur, il y a eu beaucoup de dossiers qui ont décrédibilisé davantage cette Cour pénale internationale, qui ont même mis à nu la Cour pénale internationale. Vous avez parlé du fait que la Cour pénale internationale, de sa création jusqu'à 2016, uniquement était poursuivie des Africains. Je me souviens même de la poursuite contre Jean-Pierre Bemba. Pourquoi? C'est parce qu'il avait, avec ses troupes, il avait répondu favorable à l'appel du président Ange-Félix Patassé. À l'époque, en Centrafrique. Un président qui a été élu d'ailleurs, il faudrait le dire. Parce qu'à l'époque, la France se cachait derrière Bozizé pour les renverser. Exactement. Le fait qu'il ait contesté cette agression militaire de la France contre le président Ange-Félix Patassé, cela lui a valu cette poursuite. Or, il était un chef rebelle en RDC. Il n'a jamais été poursuivi pour tous les actes commis en RDC, mais sauf quand il a répondu à l'appel d'un président légal, légitime en place. Donc c'est là qu'il a été poursuivi, tout simplement parce qu'il a tenu tête aux hommes de la France, aux hommes d'Idriss Déby à l'époque, parce que Bozizé venait du Tchad. Il y a eu entre autres beaucoup de dossiers. Quel est le dossier selon vous qui a le plus... Personnellement, le dossier qui m'a beaucoup plus frappé dans tout ça là, c'est le dossier du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Oui. Ils ont mené des enquêtes pendant une décennie. Ça, c'est quelle enquête? C'est l'enquête du diable ou quoi? Il y a eu 3000 morts. Et si la justice dit ce qu'elle est, c'est comme les anglo-saxons disent en anglais, quand mon argent disparaissait, il n'y avait que toi et moi. Donc, si c'est mon argent,
l'argent a disparu, il n'y a que nous deux là-bas. C'est que c'est toi qui l'as pris. Hein? Évidemment. Mais peut-être il a caché. Non, évidemment. Ils disent qu'il y a eu 3000 morts. Ok. D'accord. Les 3000 morts, ils ont fouillé partout, ils ont mis pieds et mains là-dedans. Les enquêtes minutieusement menées. Et au finish, on a acquitté Laurent Gbagbo. On a dit qu'il n'est ni de près ni de loin associé à ça. Donc si Laurent Gbagbo n'était pas responsable, en tout cas il y a 8 morts d'hommes. Il y a 8 morts d'hommes, 3000 morts, 3000 personnes. C'est beaucoup, hein. Donc il fallait simplement dire, chercher à savoir si ce n'est pas Laurent Gbagbo, l'autre camp là, est-ce qu'elle n'est pas impliquée? Mais jamais. La Cour pénale internationale n'a jamais levé les petits doigts. Les massacres qu'on a perpétués en Yougoslavie, en Serbie. C'est avant la création de la Cour. Oui, mais à un moment, je pense qu'il y a... Non, il y a eu un tribunal spécial pour la Yougoslavie. Spécial pour ça. Oui. Qui a continué après la création de la CPI. De la CPI, mais c'était le tribunal spécial international pour la Yougoslavie. Seulement peut-être ce que tu peux déplorer, c'est que les vrais commanditaires n'ont jamais été inquiétés. Exactement. Parce que c'est l'OTAN qui a bombardé pendant 78 jours. J'allais en venir. Oui. Et on parle d'agression, j'ai dit, on les prend au mot. On parle d'agression, de génocide. En France, il y a un Français qui a écrit un livre sur ça, un militaire français. Pas plus, pas moins, c'est la France qui est responsable. Au moment de ces génocides-là, qui était le président de la France? Et je ne sais pas si c'est Jacques Chirac. Mitterrand, je crois. Non, c'est Jacques Chirac. C'était Chirac. Yougoslavie? Non. Comment ça s'appelle? Rwanda. C'est Jacques Chirac. Oui, Chirac. Oui. Mais Chirac n'a jamais été inquiété par rapport à ça. Et il y a eu génocide. Le problème de la Libye, c'est une agression. Le problème de comment ça s'appelle, de l'Iran, de l'Irak et tout ça. L'Iran a été agressé par l'Israël. Il n'y a rien eu. La Cour même n'a pas levé un petit doigt. Donc, où est la justice dans tout ça? Puisque le leitmotiv même de la chose, c'est la justice. Puisqu'il n'y a pas de justice, on vient t'apporter une sauce qui n'a pas de sel. Alors, si c'est pas bon, tu rejettes. Puis c'est tout. Moi, j'ai toujours dit que ces instruments-là, c'est pour nous maintenir encore dans le carcan. Tout ce qu'on dit dans les préambules et tout ça, tout ce que les gens disent par rapport au droit, ça n'a jamais le droit, les textes qui édictent les règles de conduite ici en Afrique n'ont jamais pris pratiquement compte des coutumes, souvent des coutumes et des mœurs et tout ça là. Ça a toujours été des copier-coller. On s'en souvient. Même la constitution du Mali, tu vas prendre la constitution de 1991, tu vas prendre cette constitution-là, tu compares à la constitution de la France, on dirait que c'est le copier-coller. Est-ce que le Mali et la France, c'est la même chose? Non. Et pourtant, il y a d'aucuns qui ont tapé la poitrine qu'ils sont vraiment, c'est eux qui ont écrit cette constitution et tout ça. Non? Donc, dorénavant, ce que l'AES est en train de faire, c'est formidable. Vraiment, c'est salutaire. C'est nous, personne ne viendra nous dire comment faire. On a des magistrats ici très compétents, qui ont fait des études vraiment, qui sont allés à de très bonnes écoles. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer un grand frère magistrat, M. Boudibou Diabaté. Hein? Je salue Moussa Guinou, un ami d'enfance. C'est des magistrats très valables, au risque d'en oublier. Ils peuvent vraiment faire sortir du Mali de ces problèmes-là, quoi. Pas du Mali, mais de l'AES. Il y a des magistrats très compétents au Burkina, même au Niger. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ça doit être accompagné. Et nous il est temps qu'on voit, qu'on essaie de regarder et ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Ok, merci beaucoup. Nous devons préciser que c'est bien Mitterrand qui était président au moment du génocide rwandais. Voilà, parce qu'il est resté au pouvoir jusqu'en 1995, à sa mort, quoi. Et donc Chirac est venu juste après lui. Ok, Moussa Zan, oui. Les dossiers de la CPI qui vous a le plus fait mal, ou bien c'est toujours ces dossiers de la Côte d'Ivoire? Bon, pour le fait de la génocide ougandais, là, du génocide ougandais. Du génocide ougandais, je pense qu'il
on dit... Non, ça ne date pas de la compétence de la CPI. On dit la loi ne vise que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Donc, avant la promulgation même de la charte du Rhum, donc tous les faits qui se sont succédés avant la rentrée en vigueur de la charte, donc ne sont pas poursuivables par la Cour. Donc les faits qui sont produits après la mise en œuvre même de la charte de Rome, donc c'est ces faits-là qui sont poursuivables par la juridiction de la CPI. Mais le fait qui m'a vraiment marqué, ça c'est l'affaire encore de Laurent Gbagbo, qui a coulé vraiment beaucoup d'encre, parce que après 10 ans d'incarcération, il a été blanchi de tous les faits qu'on lui a vraiment reprochés. Il a été blanchi. Donc, entre deux personnes, ou bien entre deux groupements, quand il y a une question de juridiction, quand il y a une question de procès entre ces deux groupes, l'un a été blanchi. Maintenant, qui est l'auteur même des faits? Normalement, la Cour, étant donné que c'est une juridiction quand même internationale, qui avait poursuivi, même si c'est la Côte d'Ivoire qui avait donné Gbagbo à la Cour, quand même il y a une question de justice pour les victimes de la guerre. Les 3000 personnes qui ont perdu la vie, les parents, les familles sont là. Ils attendaient quand même que la justice soit faite. Donc, lorsque Gbagbo a été blanchi par la Cour, qui devrait être appelé, interpellé ou entendu par la Cour? Mais il ne veut pas s'envoyer là-bas quand même. Bon, c'est lui qui a envoyé Gbagbo, mais il ne va pas prendre une décision. C'est ça un peu... C'est l'autosaisine du procureur. Ouais, l'autosaisine, tout à fait. C'est ça un peu ce qui fait la faiblesse un peu de cette Cour. Pourquoi l'un a été envoyé, il a été blanchi, l'autre est là. Quand le procureur s'auto-saisine sur le dossier, pourquoi on n'a pas le moyen d'interpeller ces derniers? Ok, on va voir ça avec et pourtant, les parents, l'opinion nationale et internationale quand même devraient quand même avoir la vérité. Ok, nous allons voir ça avec les techniciens de droit ici au plateau. Doyen, moi, ce qui m'a encore interpellé, peut-être vous allez ajouter ça à l'analyse, c'est le fait que pendant que le président Gbagbo a été envoyé au CPI, il y a eu un autre procès contre lui ici, dans l'affaire BCEAO. Oui. Et c'est ce procès qui l'empêche aujourd'hui d'être candidat, d'être sur la liste électorale de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cela est possible? Bon, c'est possible seulement dans la mesure où il est averti de sa condamnation par contumace. Or, il conteste avoir été tenu informé de ce qu'il avait été condamné, parce qu'il faut un document pour qu'il atteste qu'il a été condamné par contumace, pour qu'il puisse exercer ses voies de recours. Oui, moi, c'est ce que je veux savoir. C'est-à-dire, pendant qu'il était à la barre, à la CPI, on a organisé un autre procès dans son dos. Or, moi, je pense de tout procès, l'accusé quand même a le droit de se défendre. Est-ce qu'il pouvait être à la fois à la CPI et au même moment être présent dans une juridiction de la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas ça le problème. Parce que si le procès se tient en son absence et on sait où il se trouve, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce procès tenu en son absence ne peut pas être contradictoire. Forcément, c'est une condamnation par contumace. Or, quand il y a condamnation par contumace, le jour où il est averti, il a un délai pour faire opposition et le procès reprend devant le tribunal qui a prononcé la condamnation. Ah, ok. Il y a déjà ce premier recours qui enlève déjà l'appel. Il n'est pas obligé de faire appel. Il peut faire appel directement, mais il peut faire opposition à ce jugement et on reprend. Et c'est ce qu'il dit. Il peut demander à ce que... Et s'il fait opposition, ce procès doit être repris. Mais il fait opposition sur la base de quoi? Sur la base du fait que le jugement ne lui a pas été notifié. Or, c'est toujours ce qu'il a dit. Et ce procès était quelque part vicié. Parce que moi, j'ai écouté le vice-gouverneur de la BCEAO à l'époque. Ils disent qu'il n'y a pas eu de braquage de la banque, là où on l'a dit. Et ce qu'on peut ajouter aussi au doyen... Attendez, il faut que le doyen intervienne, c'est très important. Non, ce que je peux ajouter, il va continuer. Ok. La BCEAO n'a jamais porté plainte.
Absolument, c'est ce que je voulais dire. Pas eu de plainte. Ok, c'est bon. Et donc, ce qui décrédibilise, et si je crois mes deux co-débatteurs ont parlé surtout du cas de Gbagbo. Gbagbo, qu'est-ce que c'est? Une grande mascarade qui a servi à l'éloigner pendant un temps pour qu'il perde son électorat, qu'il perde son aura. Mais il va faire 10 ans là-bas, il revient, il a fallu qu'il demande instamment son passeport, on lui accorde. Mais on lui accorde la grâce, mais par l'amnistie. Ça prouve que tout ça, c'est parti de très loin. Et ça me laisse sceptique. En tant que juriste, ça me laisse sceptique. Et donc, cette condamnation de Gbagbo, tant qu'il n'est pas prouvé qu'il a été notifié, le jugement lui a été notifié, parce qu'il n'y a même pas de... Il y a des délais. Il y a des délais, bon, autant que je m'en souvienne, il y a des délais qui servent pour l'Afrique, il y a des délais hors Afrique. Donc, est-ce que ces délais ont été respectés pour lui notifier, et dès lors qu'on est en mesure de le lui notifier, même si on le notifie alors qu'il est à La Haye, détenu, là, il peut juste faire une opposition. Son avocat peut faire une opposition et le procès sera ajourné jusqu'à ce qu'il vienne. Je ne crois pas que les avocats de Gbagbo puissent négliger ce petit côté de la notification. Oui, mais doyen, au vu de tout ce qui vient d'être dit là, est-ce que la CPI peut encore être considérée comme un instrument de justice? Mais c'est bien pour ça, j'ai dit, les deux ont parlé du cas flagrant de Gbagbo. Et donc c'est un des cas symptomatiques où la Cour se met au service de quelqu'un d'autre. Ah, c'est ce que je voulais entendre. La Cour est toujours au service. Et regardez ce que je vous dis, le moyen de financement. C'est l'Allemagne est grand contributeur de la... Et si l'Allemagne dicte son veto, mais la Cour est paralysée. Elle n'a pas les moyens d'échapper aux pays européens qui financent, et même de certains autres pays de l'Amérique. Mais un autre problème, les États-Unis, c'est 900 bases dans le monde entier, et la CPI ne peut pas poursuivre un crime commis par un GI. N'importe où, ils ne peuvent pas. Parce que les États-Unis sont assez puissants pour bloquer tout. Il y a autant de choses comme ça. D'ailleurs, ils avaient menacé, ils avaient dissuadé d'ailleurs toute enquête contre ce qui s'est passé au Guantanamo, au niveau de la prison d'Abu Ghraib en Irak, ce qu'ils ont fait en Afghanistan, un peu partout, ils ont dit il n'est pas question de poursuivre un seul militaire américain. Ouais. Alors, qui doit-on poursuivre? Non, eux, ils ne seront pas poursuivis. C'est tout. Qui doit-on poursuivre dans ce cas? Mais les pays les plus faibles. C'est plus simple. Mais ce n'est plus une question de justice. Derrière le général, il y a l'emblème de la justice là-bas. Qu'on enlève simplement la balance, quoi. Parce que la balance là n'est pas écrite. Ok, l'émission touche à sa fin. On pouvait continuer un peu. Docteur, votre mot de la fin? Le monde serait meilleur si on devient juste. Si la justice est équitable, elle n'est pas partielle. Et si la justice est là pour tout le monde. Dire que les deux principes de droit, que nul n'est au-dessus de la loi, pour moi, ce n'est pas vrai. Nul n'est censé ignorer la loi aussi, pour moi, ce n'est pas vrai. Je parle en connaissance de cause. Il y a des circonstances atténuantes en droit et tout ça. Mais quelles que soient les circonstances atténuantes là, il ne faut pas souvent tomber dans les panneaux. Voilà, le ministre peut-être d'un gouvernement n'est pas égal au médecin vis-à-vis de la loi. Quand le médecin fait quelque chose, on le met dans le gnouf tout de suite. Ou l'ingénieur agronome ou ceci, cela. Mais souvent, ils ont fait des lois, quand un député fait quelque chose, lui doit passer par une autre cour. Donc, ouais. 2 poids, 2 mesures. Non, ça c'est un privilège de juridiction. Quel privilège. Tu ne vas pas te comprendre avec les juristes. Mais l'article 1 de notre Constitution dit quoi? Que nous tous, n'est-ce pas, nous naissons libres et égaux devant la justice. Voilà. Quand on applique cet article-là, vraiment que tu sois président, que tu sois autre, quand tu commets un acte antisocial, tu dois aller répondre. C'est ça, moi, ma compréhension de la chose.
Ouais, toi tu comprends comme ça, mais les juristes, privilège des juristes. Nous sommes égaux devant la loi. La loi, oui. Mais ça veut dire qu'on peut être poursuivi par un tribunal ordinaire et quelqu'un d'autre, à cause du privilège de juridiction, sera poursuivi par une autre juridiction spéciale. Mais ça veut dire que devant ces juridictions-là, il y a l'application égale de la loi. Pas légale, mais égale de la loi. Mais du moins qu'on n'est pas poursuivable devant la même cour, est-ce que ça ne pose pas de problème? Non, ça ne pose pas de problème en principe. En principe. Sauf dans le cas où, à l'Assemblée, le privilège de juridiction a entraîné un privilège dans le choix de l'accusation. C'est l'Assemblée nationale qui devait mettre en accusation le député en question, ou bien le ministre en question, avant que le procureur ne s'en saisisse. Et donc, si eux, ils statuent, comme on l'a déjà dit ici, un ministre qui fait des écarts dans l'ordonnancement du budget et qui se retrouve en cette situation, c'est l'Assemblée qui doit le mettre en accusation, pas la justice ordinaire, pas le procureur. Mais cette mise en accusation, si là-bas, le parti auquel il appartient est un parti majoritaire à l'Assemblée nationale, tu crois que, comme disait Guimba, le moustique va fabriquer un médicament capable de le tuer? Non. Ça a été contourné, c'est pourquoi la Haute Cour de justice n'a jamais fonctionné. Mais il n'en demeure pas moins que, de par les fonctions de ces gens-là, il peut y avoir un privilège de juridiction. Tout ça, c'est très technique pour moi. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas égaux devant la loi. Vraiment, tout ça, c'est vraiment technique pour nous autres. Moussa Zan, votre mot de la fin. Bon, d'abord, c'est de vous saluer et dire aussi aux doyens que pour nous, la justice n'a jamais été impartiale. La justice a été toujours pour nous. Dans ce monde, deux poids, deux mesures. La justice pour les faibles et la justice pour les forts. Emmanuel Macron a dit pour être libre, mais ce qui m'a quand même donné plus de réconfort un peu, ça c'est l'acte posé par les dirigeants de l'AES par rapport à cette décision de se retirer de la CPI. Et en plus de dénoncer aussi les insuffisances et l'incompétence aussi de la CPI. Comme un adage dit, la pire des choses, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais c'est le silence des gens bien. Donc pour nous, ça peut être un bon début pour les autres pays de s'inspirer sur cette décision courageuse des dirigeants de l'AES. Merci aux dirigeants de l'AES qui sont en train de je voulais intervenir pour conclure. Nous avions eu dans le temps la propension à adhérer à toutes les institutions ou à toutes les organisations qu'on crée. Je suis sûr qu'il y a 29 pays africains qui ont adhéré. Et la plupart ont dû adhérer sur la base de chantage à la démocratie. Oui. On s'est engouffré dans ça sans prendre de précautions, pensant que ça pouvait nous protéger. Les pouvoirs en place qui étaient là pouvaient les peser. Mais aujourd'hui, on subit les conséquences. Ça veut dire que désormais, il faut élargir le débat sur ces organisations auxquelles on veut adhérer. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur ou les députés qui vont voter sans que la population assiste à un débat dans les langues vernaculaires pour voir cette organisation, qu'est-ce qu'on peut en tirer, est-ce qu'il y a des risques. Ce débat peut permettre parfois de tempérer les choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les organisations internationales se montrent faibles quand c'est les pays forts se permettent tout ce qu'ils peuvent faire de fort. Mais les pays faibles, c'est quelqu'un qui l'a dit, ce n'est pas une citation de moi, je le cite de mémoire, les pays faibles subissent ce qu'on leur impose. Et donc, dans ces situations-là, on nous impose des situations. Maintenant, ce que moi j'admire dans la démarche des dirigeants de l'AES, c'est d'avoir songé à mettre en place une cour de justice. Oui. C'est le barrage, c'est l'idéal, c'est l'alternative. On quitte maintenant, nous prenons notre destin en main et les choses à ce niveau se feront à notre rythme et à notre bon vouloir. Les émictions ne seront presque plus possibles. Ensuite, nous donnons l'exemple de ce que des pays peuvent se retirer et s'assumer. Parce qu'on joue, c'est un moyen de pression qu'on peut faire contre un président, contre des trucs.
Vous avez entendu beaucoup de gens dire ici, des gens mal intentionnés, qui disent que mais les Assimi, quand ils vont finir, on va les amener à la CPI. Oui. Mais je crois même un dirigeant a dû dire ça. Tout à fait. Bon, donc... Voilà. Et les Assimi sont protégés par le peuple du Mali, par le peuple de l'AES. Donc ce sont des patriotes qui travaillent pour nos pays. Donc je pense qu'ils n'ont même pas écouté des gens comme ça. Nous arrivons au terme de cette émission. Vous avez été nombreux à nous suivre et restez d'ailleurs branchés sur Gandhi Malian TV, sur African TV. Il y a d'autres programmes qui vont continuer juste après. Nous vous remercions et surtout prudence. Merci.